Bien, donc nous allons démarrer cette journée qui est donc le colloque de clôture du projet Format et que nous avons orienté sur la question de la coexistence des modèles agricoles et alimentaires avec cette question, s'agit-il d'un nouveau paradigme du développement territorial? Alors question particulièrement ambitieuse s'il en est, à laquelle nous ne répondrons, je peux déjà vous l'annoncer, sans doute pas complètement à la fin de la journée, mais comme vous le comprendrez, nous sommes là dans la construction d'une communauté de recherche sur un front de sciences et donc sur une perspective de questionnement à instruire au-delà de ce projet qui n'était qu'une induction de quelque chose à poursuivre. Donc je vous présente dans un premier temps l'itinéraire de cette recherche qui porte sur la coexistence de modèles agricoles et alimentaires et que nous avons co-animé Sylvie Lardon, ici présente, Claire Cerdan, Salma Loudi, Denis Sautier et moi-même, dans le cadre d'un projet qui était financé par le métaprogramme GloFoods, qui porte sur les enjeux de la transition ou des transitions pour la sécurité alimentaire mondiale. Alors, très brièvement, même si je pense que tout le monde connaît à peu près, peut-être pas tout le monde, non, justement, les métaprogrammes, donc ce sont des instruments de pilotage et de programmation scientifique qui veulent travailler sur un enjeu, donc la sécurité alimentaire mondiale, le changement climatique, dans une perspective interdisciplinaire, et mobiliser une large communauté scientifique au sein de l'INRA. Et GloFoods présente la particularité d'avoir été co-construit avec un autre institut de recherche qui est le CIRAD. Et donc c'est un métaprogramme conjoint. Voilà. Donc, je vous présente un bref historique de l'émergence de ce projet. Donc, à l'origine, lorsque se construit la perspective de recherche sur les transitions pour la sécurité alimentaire mondiale, est organisé un séminaire d'induction qui réunit 110 personnes et qui vise à décanter ce que seraient les questions de recherche prioritaires à instruire dans le premier appel à projet. Ce séminaire a lieu en juin 2014 et un des ateliers met en évidence l'enjeu de travailler sur la diversité et la confrontation des formes sociales et techniques de production et de systèmes alimentaires. Et donc ce groupe de travail précise les choses en posant un certain nombre de questions qui sont les suivantes. Quelles sont les capacités différenciées des systèmes à sécuriser l'alimentation à l'échelle locale ou nationale? Et des types de systèmes sont mis en discussion, tels que l'agroécologie ou une approche par les systèmes alimentaires territorialisés. Une autre question est est-ce que la coexistence de formes de production et de systèmes alimentaires contribue à renforcer leur capacité d'adaptation aux aléas, à multiplier les foyers d'innovation? Les actes de ces séminaires pointent aussi une question autour des dispositifs, et donc quels sont les dispositifs et processus de gouvernance à l'échelle des territoires ou des pays pour organiser la coexistence ou la confrontation au regard d'enjeux de sécurité alimentaire, et avec un point d'attention qui est que les situations de coexistence et de confrontation doivent aussi être examinées en termes de combinaison, d'interaction entre systèmes et d'hybridation. Et donc, ce questionnement est intégré à l'appel à manifestation d'intérêt de 2015, et donc des équipes se réunissent, en particulier autour de l'UMR Innovation et de l'UMR Métaphore, pour répondre à cet appel à manifestation d'intérêt et prendre en charge ce questionnement. Projet Format, donc, qui démarre effectivement en octobre 2015 et qui se conclut en juin 2017, même s'il y a déjà des suites qui sont annoncées. Alors, les objectifs de ce projet sont les suivants. D'un point de vue scientifique, il s'agit de donner à voir la diversité des formes d'organisation des systèmes de production et des systèmes alimentaires territoriaux et d'expliquer comment cette diversité coexiste sur le terrain.
Par ailleurs, nous étions donnés comme ambition de formaliser les combinaisons observées relativement aux échelles spatiales, du local au national, mais aussi temporelles, et de montrer comment se fait cette articulation d'échelles. Et enfin, nous nous proposions d'identifier les conditions pour que cette diversité soit une modalité d'adaptation des territoires et un levier d'action et d'innovation pour les politiques publiques. Au regard de ces trois grands enjeux scientifiques, ou enfin objectifs scientifiques, nous nous étions aussi donnés comme objectif opérationnel de susciter et de consolider une communauté scientifique sur un front de recherche. Dans la mesure où, on le verra au cours de la journée, mais finalement, la notion, pour ne pas parler de concept, parce qu'il n'y en a pas encore, mais de coexistence n'est absolument pas stabilisée dans la littérature scientifique, qu'elle est abordée de façon très diverse, qu'il y a en même temps de nombreux cadres théoriques qui la renseignent d'une certaine façon, mais sans l'avoir posée en tant que telle comme étant une situation de coexistence et de confrontation de modèles. Donc on est bien là, on le verra, sur un vrai front de science. Alors pourquoi s'y intéresser ? Tout d'abord parce que finalement, contrairement à ce que d'aucuns ont pu soit dire, soit annoncer, la globalisation n'a pas conduit à une uniformisation des modèles. Alors vous allez me dire, dans certaines régions du monde, si. Il y a quand même un certain nombre de territoires dans lesquels on a vu des formes de spécialisation productive et de types de modèles productifs et de types de formes de mise en marché qui amènent finalement presque à un modèle unique, s'il n'est pas unique, en tout cas qui est devenu clairement hégémonique, même si là aussi des débats ont lieu sur le caractère hégémonique, par exemple, des systèmes productifs pampéens organisés autour du des OGM, du soja OGM, semi-direct, glyphosate, et puis de formes d'agriculture de firme. Mais dans le même temps, apparaissent de nouveaux enjeux, des enjeux que je ne vais pas décliner, nous les connaissons tous, autour du changement climatique, de l'urbanisation, de l'alimentation, un renouveau des enjeux démographiques, bref, et que les modèles des enjeux environnementaux, bien entendu, et que les modèles dominants, finalement, ont montré leurs limites par rapport à ces nouveaux enjeux, et donc peinent à y répondre. Et donc nous sommes dans la recherche d'alternatives ou de solutions. Et cette conjonction des enjeux amène aussi à une complexification des problèmes auxquels les agricultures et les modèles alimentaires sont sommés de répondre de manière concomitante et conjointe, et donc une complexification, d'une certaine façon, des solutions à inventer. Et ce qui amène à un processus de requalification positive de l'alternatif. On sort d'une lecture duale qui a été celle d'une agriculture qui est passée par des révolutions agricoles où il y avait un avant et un après, il y avait un archaïque et un moderne, et qui s'opposaient dans une lecture assez simple où le moderne finalement était la solution des nouveaux problèmes. Et donc cette requalification positive de l'alternatif se conduit à de nouvelles différenciations des modèles agricoles. On a un processus qui passe notamment parce que certains auteurs ont qualifié de quality turn dans les années 1990, où des agricultures se structurent autour à la fois de jugements et d'institutions de la qualité, telles que l'émergence du bio, le commerce équitable, les indications géographiques, et qui sont les fondements de nouveaux modèles agricoles, ou en tout cas qui se revendiquent comme tels. Mais il y a aussi la montée en puissance finalement d'une urbanité, dans le même temps qu'il y a une urbanisation croissante des populations sur l'ensemble de la planète. Mais c'est une urbanité qui n'est pas simplement le fait d'une population qui résiderait dans les villes, mais c'est une population en général qui adopte des conceptions et des modes de vie qui renvoient à une origine urbaine. Et donc apparaissent de nouvelles demandes vis-à-vis de l'agriculture et de l'alimentation. Il y a des demandes d'espace, des demandes de récréatives, des demandes concernant les
l'alimentation et la qualité de l'alimentation, je ne vais pas les énumérer, et puis de nouveaux modes de vie qui réinterrogent aussi un rapport au travail, avec des agriculteurs qui, légitimement, souhaitent réorganiser leur activité pour pouvoir s'inscrire aussi dans ce mouvement des vacances, et puis être aussi dans un rapport qui soit plus homogène avec le reste de la société. C'est un renouveau du rapport à la nature, indéniablement, aussi bien dans la façon dont on reconsidère des systèmes techniques qui sont plus seulement dans une perspective de contrôle, mais dans une perspective écosystémique, davantage de penser sur le mode de la régulation des écosystèmes, et non plus de la simplification de ces écosystèmes. C'est un renouveau du rapport à l'animal, et là aussi, on le voit bien dans la montée en puissance des enjeux, des questionnements autour du bien-être, mais aussi autour même de la consommation de viande et des questions d'abattage. Le numérique a aussi été une force et reste une force très puissante de redifférenciation des modèles, avec des processus finalement où le numérique est un levier soit de l'asservissement de certaines formes d'agriculture, soit au contraire peut-être de nouvelles de libération, mais ça on peut en rediscuter. Bref, donc il y a donc cette situation où on se retrouve aujourd'hui, où il n'y a plus de modèle univoque, plus de modèle unique, et des alternatives qui sont en situation de coprésence et de coexistence, de confrontation, on va le voir en tout cas, d'interaction et de mise en débat. Alors, tout cela pose donc les enjeux d'un champ de recherche qui est d'une part de dépasser les lectures duales qui opposent entre autres un conventionnel qu'on a toujours du mal à définir, parce que quand on creuse, on s'aperçoit que ce conventionnel, il est lui-même multiple, et un alternatif qui, au-delà de ce qui le réunit, à savoir cette promesse de différence, comme Ronan Levelli l'a qualifié, est lui aussi particulièrement polymorphe, bigarré, et donc qu'on peine à qualifier. Donc, et il en va de même lorsque on oppose une agriculture familiale à une agriculture de firme, ou encore des modèles alimentaires dont que Stéphane, par exemple, Fournier et Jean-Marc Touzard ont bien montré comment il était difficile de les mettre en boîte dans deux catégories. Alors, l'enjeu, il est également de nourrir les débats professionnels et les débats politiques par l'instruction des controverses sociotechniques par lesquelles s'affirment et s'opposent les modèles agricoles et alimentaires, et finalement, quels sont les soubassements des critiques, ou au contraire des arguments de légitimation des propositions de modèles agricoles et alimentaires, et quelles sont les stratégies d'acteurs aussi pour soutenir tel ou tel modèle, ou décrédibiliser la proposition des autres. C'est aussi travailler sur la coexistence et la confrontation des modèles, c'est aussi favoriser la mise en politique des invisibilités, la mise en politique des marginalités. Et lorsque je parle de marginalité, ce sont des situations qui sont à la fois en marge des modèles conventionnels, mais finalement aussi en marge des modèles alternatifs, au sens où l'alternatif bénéficie aussi de sa part de lumière. Aussi bien dans la science que dans le politique, que dans les médias. Et on verra que finalement, on doit s'interroger, nous aussi, dans notre rôle de chercheur, sur la pertinence qu'il y a à révéler ces invisibilités, parce que parfois, elles ont tout leur sens, parce que justement, elles sont invisibles et que les acteurs qui les portent ne souhaitent pas être mis en lumière. Donc ça, c'est un enjeu sur lequel il faudra être attentif. Et puis, l'autre enjeu, c'est qu'il est difficile de référencer les situations observées, les systèmes d'action concrets, la réalité du terrain, à des modèles. Et donc, il y a un enjeu de comprendre les hybridations et le positionnement des acteurs par rapport à ces modèles. Alors, enfin, un dernier enjeu de science qu'il s'agit maintenant, on est sans doute, en tout cas, dans un virage en termes de questionnement qui consiste à dépasser l'analyse de la diversité et des performances. Les travaux sur la diversité et les processus de différenciation à la fois des formes d'agriculture et d'alimentation, on en a plein nos armoires, et ce depuis des dizaines d'années.
De la même façon, peut-être plus récemment, sont apparus un certain nombre de travaux qui visent à qualifier les fonctions, à évaluer les performances, la triple performance, et donc à réaliser une évaluation comparée finalement des différents modèles, que ce soit d'opposer la bio et le conventionnel ou dans d'autres perspectives. Et là aussi, la recherche a largement avancé à la fois sur les concepts, les cadres analytiques et les méthodes par lesquelles à la fois on qualifie, on reconnaît cette diversité, on interprète la différenciation, ce qu'en sont à la fois les facteurs et les conditions, mais aussi comment on réalise cette évaluation comparée des fonctions et des performances des différents modèles. Ce qui est beaucoup plus nouveau et qui reste encore aujourd'hui un peu dans l'ombre, c'est que finalement, si on prend acte qu'il y a bien une diversité de modèles à la fois dans les filières, dans les territoires, mais aussi dans les conceptions des politiques publiques, eh bien derrière, il y a des interactions de diverses natures. Et là, ces interactions, elles n'ont pas, enfin, même s'il y a un certain nombre de cadres analytiques qui en proposent des approches, ne serait-ce que depuis Ricardo, lorsqu'il nous propose une différenciation par la spécialisation productive qui oppose le Portugal et l'Angleterre et sa production de draps, ou encore avec Marx. Non, il n'empêche que là, il y a encore un travail à faire pour préciser quelles sont ces interactions, comment elles ce qu'elles produisent aussi et comment on les gère. Et puis il y a des controverses à qualifier, des controverses à instruire, des controverses à animer, et enfin un enjeu également de gouvernance finalement à la fois de ces situations de coexistence et de confrontation des modèles. Et donc on peut se demander dans quelle mesure, là c'est sans doute quelque chose d'assez ambitieux, mais finalement la perspective de travailler sur la coexistence et la confrontation des modèles n'est-elle pas une heuristique pour comprendre les transformations de l'agriculture et de l'alimentation. Alors, quelques mots sur notre itinéraire de recherche. Nous avons tout d'abord commencé par un séminaire d'induction qui a eu lieu à Paris en octobre 2015 et qui visait à dérouler quelques cadres analytiques en sociologie, en économie, en géographie pour aborder cette question de coexistence et confrontation des modèles. Puis nous avons organisé une série de 4 séminaires thématiques que je détaillerai plus avant, qui ont eu lieu à Clermont-Ferrand et à Montpellier en 2016 et début 2017. Et enfin, un séminaire de synthèse qui a eu lieu hier et ce colloque international, dans le sens où nous accueillons des collègues de l'étranger aussi, et qui permet à la fois de mettre en débat nos résultats, mais aussi de les enrichir par des perspectives extérieures. Nos perspectives sont déjà posées. Nous ambitionnons de produire un ouvrage en 2018. Nous serons porteurs d'une proposition de session dans le séminaire, la conférence Living Territories qui aura lieu fin janvier 2018. Finalement, cet itinéraire de recherche a permis de confirmer la pertinence qu'il y avait aussi à créer une priorité scientifique au sein du département SAD et donc qui est désormais doté à la fois d'un dispositif d'animation et de ressources, et c'est un des 4 axes d'animation scientifique du département, et puis des projets et des thèses ont aussi vu le jour au cours de cette période. Alors, notre méthodologie de recherche est basée sur les principes suivants. Tout d'abord, une série de 6 séminaires d'une durée de 1 à 2 jours, organisés selon une progression à la fois méthodologique et thématique, qui repose sur l'interprétation d'études de cas avancées ou très avancées. Certaines sont achevées, ou très avancées. Certaines sont encore certaines thèses sont en fin de trajectoire. Et puis, donc, à l'aune de cette question de la coexistence et de la confrontation, et avec une mise en perspective régulière par des conférences extérieures plus panoramiques. Nous nous sommes dotés d'une grille d'analyse co-construite et d'outils de partage et de restitution de nos travaux, en particulier, entre autres, avec des comptes rendus très détaillés, à la fois du contenu des exposés, mais aussi des discussions qui nous ont réunis.
2 stages exploratoires ont également été organisés, l'un qui portait sur une perspective assez pour défricher un peu la question et avec une tentative de questionnement sur la mise en place de la politique agroécologique et alimentaire de Montpellier et la façon dont finalement cette politique agroécologique et alimentaire questionnait à la fois la diversité des formes agricoles et des modèles alimentaires et la façon dont elle l'instruisait ou non. Et puis un stage qui a encore lieu cette année qui travaille plus précisément sur les configurations socio-spatiales. Donc l'ensemble de ce travail a été conduit dans une perspective à la fois très collective mais aussi bienveillante. Nous en avons fait une évaluation hier et c'est quand même ce qui ressort, avec une mise à plat des questionnements, des temps assez longs à la fois de présentation et donc un luxe aussi de mise en débat assez horizontal et un effort de synthèse partielle qui a ponctué la progression de notre réflexion. Les 4 séminaires thématiques nous ont permis d'organiser 3 conférences et de présenter 19 études de cas. Le premier séminaire a porté sur la tension qui peut exister entre une perspective d'agroécologie ou d'écologisation de l'agriculture, que nous avons intitulé donc Au-delà des transitions des modèles en dispute, qui a été organisé en novembre 2015 à Montpellier autour de 4 études de cas. Le deuxième séminaire thématique, et donc 3e séminaire du projet format, portait sur les questions de gouvernance territoriale du système alimentaire local, avec des questions autour des interactions, des innovations et des perspectives d'intégration, qui a eu lieu à Clermont-Ferrand sur 2 jours, avec 6 études de cas et l'accueil de Teresa Pinto Correa pour une conférence. Un séminaire sur la coexistence et la confrontation des formes d'agriculture, en particulier des formes sociales d'agriculture, avec en essayant de travailler plus précisément les enjeux alimentaires, même si vous verrez que c'est peut-être un point sur lequel nous avons eu du mal à avancer. Donc, qui a eu lieu à Montpellier en mai 2016 et qui nous a permis d'accueillir Jérémy Fornet et de présenter 3 études de cas. Et enfin, un séminaire sur la coexistence des modèles agricoles et alimentaires dans les marchés et les filières, qui a eu lieu à Clermont-Ferrand en novembre 2016, avec une conférence de Gilles Allaire et 6 études de cas. Alors, 49 personnes ont participé à l'ensemble de ces séminaires, avec une moyenne de 25 personnes par séminaire, avec 8 unités de recherche impliquées, en particulier des chercheurs d'innovation, de territoire, de l'UMR Territoire, ex-Métaphore, de Selmet, de Moïsa, et 6 institutions françaises mobilisées, en particulier le CIRAD, l'INRA, l'IRSTEA, l'État-Gros-Sup, AgroParisTech, Supagro, et 5 institutions étrangères, et avec finalement une composition de participants qui est quand même plutôt SHS, et c'est là où je pense que nous avons encore aussi un chemin à parcourir pour mieux intégrer des questionnements qui nous viendraient soit de l'écologie, soit des sciences biotechniques. 19 études de cas qui ont été collectées par le biais d'un appel à manifestation d'intérêt assez large dans nos réseaux de recherche, et qui se traduit aujourd'hui par donc cet échantillon finalement où on a 6 cas qui portent sur des situations françaises, un cas italien, 6 d'Amérique du Sud, 3 d'Afrique, 2 d'Asie, et puis une approche comparée assez transversale qui porte sur 7 situations sur différents continents. Alors, voilà la grille d'analyse que nous sommes construite, donc qui visait à homogénéiser d'une part la présentation des études de cas, à la fois pour faciliter sa mise en discussion, mais aussi l'analyse transversale que nous envisagions. Et donc nous demandions à chacune des personnes qui venaient présenter son étude de cas de s'interroger et d'apporter des éléments explicites sur la façon dont elle questionnait chacune de ces dimensions. La première, sur laquelle nous essayons de marteler le fait de travailler sur le fait alimentaire. Est-ce que c'est un élément de contexte, un espèce d'arrière-plan qui vient justifier un enjeu général, ou est-ce que c'est véritablement au cœur de l'analyse et un objet de recherche en tant que tel, à la fois en termes d'enjeux productifs, mais aussi d'interface production-consommation. Je crois qu'il manque un DS. Mais c'était aussi de quel modèle parle-t-on, et j'y reviendrai.
on demandait à ce qu'il y ait une attention sur les statuts et rôles des acteurs, leurs projets, leurs interactions, une attention à expliciter aussi ce que sont les dimensions et les échelles, les niveaux d'organisation, à la fois sociale, spatiale et temporelle, à qualifier les formes de coexistence, s'agit-il d'hybridation, de coopération, de concurrence, de conflit, et comment les instruit-on, et puis à bien expliciter les modalités de gouvernance qui étaient en jeu dans les études de cas. Alors, de quel modèle parle-t-on ? Nos travaux ont rapidement buté sur cette question, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je souhaiterais qu'on puisse dépasser cette question, et nous vous en livrons une proposition. Je suis trop lent, d'accord. Donc qui est de dire que finalement on peut reconnaître un modèle soit comme l'archétype d'une réalité observée, c'est alors une forme concrète aujourd'hui ou dans le passé, soit c'est une affirmation, une revendication, une affirmation identitaire ou une revendication sociale, politique, c'est un futur désiré, soit c'est un ensemble de normes pour l'action, et là qui repose sur un cahier des charges, des processus de certification et des instances d'évaluation. Et donc là, par exemple, ça peut être, on peut voir dans le dernier cas, c'est par exemple l'agriculture biologique, une affirmation ou une revendication, c'est l'agriculture paysanne, mais l'agriculture paysanne au sens de Mindras peut aussi être pensée comme l'archétype d'une réalité observée qui est tout à fait différente de la perspective qui est posée par la Confédération paysanne. Donc, ces modèles agricoles font souvent référence à des formes sociales d'organisation du travail, du capital, et puis à des rapports spécifiques à la nature, à la technique, à la connaissance, à l'État, au marché et au territoire. Ils sont toujours l'expression d'une cohérence globale, de la cristallisation d'un consensus minimal, et puis on a bien vu que finalement, qualifier et caractériser un modèle agricole, ça n'est pas pour autant parler encore de développement. Et donc, le modèle de développement agricole, qui lui, là, pose clairement sur la table ce qu'est la visée collectivement perçue comme positive et quels sont les principes directeurs de l'action, là aussi, mérite d'être bien distingué. Et enfin, la notion de modèle alimentaire reste rare, à la fois dans nos travaux, mais aussi dans la littérature. Une rapide interrogation sur Google Scholar montre qu'on ne trouve que 500 références qui le mentionnent, et très rapidement on retombe en plus sur les mêmes auteurs, alors qu'on trouve 123 000 références dans Google Scholar sur la question du modèle agricole. Alors, aussi, un autre, tout de suite lever une ambiguïté. Lorsqu'on dit coexistence, parfois c'est un raccourci, au sens c'est bien toujours coexistence et confrontation qui étaient au cœur de notre analyse. De fait, la coexistence, c'est d'abord penser des interactions. Et ces interactions, elles peuvent être positives, alors on verra comment on les qualifie, au sens de synergie, de complémentarité, de coopération, mais elles peuvent être aussi négatives. Sont-elles toujours négatives? Mais en termes, on peut les travailler en termes de conflit, de concurrence, d'exclusion, et ou neutre en termes d'hybridation, de coévolution, de coprésence, de cohabitation. Par ailleurs, une situation de coexistence, ça implique nécessairement, finalement, de s'interroger sur ce que sont les acteurs ou les systèmes qui interagissent, et donc au travers de quelles conventions, avec quelles régulations, quels flux, autour de quels objets. Est-ce que c'est la construction d'un prix? Est-ce que c'est des compétitions sur les ressources? Est-ce que c'est des critères de qualité, des enjeux de connaissance, une identité, une visée? Qu'est-ce qui est en débat finalement dans cette situation de coexistence et dans un cadre donné qui peut être une arène sociale, une filière, un territoire, un système d'innovation, une coopérative? Bref, tout cela mérite d'être spécifié avant de parler de coexistence. Les pensées théoriques sur la coexistence et la confrontation des modèles, et en particulier sur la notion de coexistence, remontent à un héritage évolutionniste, inspiré de la biologie, et dans des communautés qui sont polarisées par la tension entre OGM et non-OGM. C'est sans doute 95% des références du WOS qui mobilisent la question de la coexistence à la fois dans les titres et dans les mots-clés qui en fait ne travaillent que sur cette question OGM, non-OGM. Par contre, dans une perspective beaucoup plus large, alors là on trouve de nombreux cadres théoriques en passant par, comme je l'ai dit, Ricardo, Marx, Kautsky, Chayanov, Mindras, et beaucoup plus récemment avec des perspectives telles que l'agriculture comparée, une approche par l'Ernest Market de la sociologie critique, les farming styles, la multi-level perspective, les pactes territoriaux de Milton Santos, etc. et j'en passe. Et donc là, il y a aussi de nombreux cadres théoriques qui sous-tendent cette approche de la coexistence. Nous avons vu qu'il y a des questions récurrentes et des silences aussi qui sont apparus dans
dans notre séminaire, dans nos séminaires. Donc la question alimentaire est souvent restée sur le bord de la route. On se trouve finalement dans un sentier de dépendance ou avec des assez inféodés à une pensée qui reste agricolo-centrée. Et donc malgré nos efforts pour en sortir, ça n'a pas toujours été facile. On est assez souvent retombé sur la question des niveaux d'organisation qui étaient en débat et qui, selon les niveaux d'organisation que l'on considère, n'amènent pas à reconnaître les mêmes modèles ni les mêmes configurations de coexistence. Et donc là, on trouve une diversité de formes d'interaction selon qu'on s'intéresse plutôt aux ressources, plutôt au marché, plutôt au champ du politique, au système d'innovation, petite région, au pays. L'hybridation est apparue comme étant un mot-clé finalement de toutes nos discussions, soit parce qu'on est dans une hybridation à l'interface de deux modèles lorsque la bio se conventionnalise, mais il y a aussi des hybridations au sein d'un même modèle. C'est aussi une hybridation dans le positionnement des acteurs et des institutions, mais aussi dans les systèmes techniques. C'est une hybridation parfois par contamination dans les systèmes d'innovation, du fait des discours et des connaissances qui sont en jeu. Bref. Et donc, finalement, notre voie de sortie par rapport à tout ça a été de considérer que le développement territorial était au cœur de nos travaux, sans doute aussi du fait des études de cas que nous avons mobilisées, et que nous avions 4 axes majeurs de questionnement qui étaient, d'une part, les mouvements, les processus de spécialisation et ou de diversification à différentes échelles, l'innovation, aussi bien en tant que processus qu'en tant que moteur de transformation et en tant qu'objet des systèmes d'innovation, l'adaptation et les processus de transition, et c'est ce qui va aujourd'hui structurer l'agenda de la journée. Et donc je passe maintenant à la présentation de notre programme qui s'organise à la suite de cette introduction par une conférence introductive de Patrick Caron qui va donc illustrer les enjeux, les questionnements en termes et les controverses et les enjeux de coexistence à partir d'une analyse du travail qui a été fait par donc le HLPE, le High Level Panel of Experts, ça veut dire le panel des experts de haut niveau qui est rattaché au Comité de la sécurité alimentaire des Nations Unies et qui a fait un gros travail pour travailler sur ce que sont finalement les enjeux à la fois critiques et émergentes sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Puis nous aurons 4 séquences thématiques. Un temps sur la spécialisation en question, où Frédéric Wallet nous fera une conférence introductive intitulée « La spécialisation est-elle un gage d'efficience pour le développement des territoires ?» Puis nous vous proposerons pour chacune des séquences une analyse transversale de certains des cas, des études de cas. Et donc là, c'est Denis Sautier, Guillaume Dutertre et Martine Napoléon qui nous proposeront cette analyse transversale. Puis nous aurons un temps sur l'innovation en question, et je vous prie d'excuser l'absence de Jean-Marc Touzard qui se confirme maintenant. Je n'étais pas sûr s'il viendrait ou pas, mais bon, c'est confirmé, il ne sera pas là. Et donc nous poserons un propos simplement basé sur l'analyse transversale des études de cas, analyse que nous avons conduite avec Guy Faure, mais aussi des échanges avec Jean-Marc Touzard, que j'associe du coup à la signature de nos papiers, comme ça on sera tous ensemble. Et puis l'adaptation en question sera la 3e séquence après le déjeuner de la journée, et sera introduite par une conférence de Kae Sekine, donc de l'université Daiichi Gakuin de Nagoya au Japon, et qui nous présentera les effets en fait de la néolibéralisation de la politique agroalimentaire au Japon et la façon dont cela a amené à des contradictions et à des tensions entre les modèles agricoles. À nouveau, une séquence d'analyse transversale des cas de format qui sera portée par Sylvie Lardon, Marie Houdard, Valérie Barito, Virginie Barito, Farah El Rabet et Vanessa Isseri. Et puis, dernière séquence sur les transitions en question, avec une conférence introductive de Philippe Barret, intitulée « Quelle approche système pour construire des trajectoires de transition ?» À nouveau, une étude de cas, une analyse transversale des études de cas, portée par Claire Cerdan et Salma Loudi. Et enfin,
après une pause cet après-midi. Nicolas Abricas nous donnera un regard un peu décentré et décalé sur la journée. Et nous conclurons avec l'ensemble des coordinateurs de ce projet la journée. Voilà, je vous remercie. Y a-t-il des questions concernant le programme ou des éléments relatifs aussi au positionnement de la thématique et à son argument? Alors, oui. Moi j'en ai juste une, parce que tu parles beaucoup modèle. Alors je vous demanderai donc Pierre-François Vaquier, délégué général à la Fédération nationale des CUMA, mais je vous demanderai de façon générale, si vous le pouvez, dans un premier temps, de vous présenter pour qu'on puisse se situer, on ne se connaît pas tous. Tout à fait, excusez-moi. Donc moi je travaille avec les agriculteurs dans le développement. Juste une question, parce que je parle beaucoup de modèles. Alors aujourd'hui, une des questions fortes au niveau de la profession agricole ou des pouvoirs publics, c'est plutôt la question de l'agriculteur, de son statut, etc. Alors, je prends deux ou trois exemples. Il y a eu l'exemple du registre agricole dans la LAF, qui n'était pas dans le projet initial de Stéphane Le Foll, et donc qui est sorti juste à la fin, entre guillemets, sous la pression des syndicats. Il est sorti 15 jours avant la fin du gouvernement de François Hollande. La question de l'actif agricole, qui est une question un peu clé aujourd'hui au niveau de la PAC, avec tous les débats aujourd'hui du CEJA, etc., sur qui est actif agricole, les débats au sein aujourd'hui de la FNSEA sur le statut d'agriculteur. Chaque fois, c'est l'agriculteur qui est visé, avec derrière, bien évidemment, les questions d'éligibilité aux aides. Quelle articulation on fait ou on ne fait pas entre le statut de l'agriculteur, l'actif agricole et les modèles de production agricole? Parce que la question pour la profession, c'est souvent centré sur... En fait, aujourd'hui, ça peut être souvent centré sur une question de qui est agriculteur. Alors, je ne sais pas, dans ce propos introductif, s'il est... En tout cas, je pense que la question est tout à fait pertinente, dans le sens où ce que nous observons, en tout cas depuis la recherche, c'est qu'il y a des pratiquants agricoles qui ne sont pas reconnus en tant que tels comme étant des agriculteurs, ni par la profession, ni parfois même par eux-mêmes, et qui pour autant sont bien des acteurs des systèmes alimentaires. Donc la question du statut est bien posée. Après, c'est lorsqu'on interroge un modèle agricole à l'aune des formes sociales d'agriculture qui se développent dans les territoires, lorsqu'on parle par exemple de l'effacement du caractère familial de l'agriculture, soit parce qu'on est dans une déconnexion terre-travail-capital ou encore dans une dissociation propriété-gestion qui nous amène à réinterroger la place de l'acteur. Par rapport à une qualification en termes de modèle qui, en l'occurrence, est celui de l'agriculture familiale. C'est une réponse extrêmement partielle, Pierre-François. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse continuer à l'instruire tout au long de la journée, et en tout cas, nous la retenons comme étant aussi une question à travailler fortement, y compris en collaboration avec vous, les acteurs du développement agricole. Je propose de nous en tenir là sur les questions voilà, c'est aussi pour tenir le temps. Et donc je passe la parole maintenant à Patrick Caron, et donc qui est président du groupe d'experts de haut niveau du Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale. Merci Patrick.